Bet Central, the trusted choice for players in Cameroon. Fast payouts, fair play, and reliable customer service you can count on. Powered by advanced technology for a smooth, secure, and seamless betting experience. Play with confidence, play with the best. Bet Central, the #1 in Cameroon. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Bonne et sympathique année 2026. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver après plus d'un mois de congé. J'espère que vous êtes en forme pour le débrief de l'actualité qui démarre pour cette nouvelle édition 2026. Merci à toute l'équipe technique pilotée cette semaine par l'homme qui vient de célébrer ses 1 an de plus, Colin Sowonchuan, qu'on ne présente plus, l'homme derrière toute la machine de ce programme, puisque en quelque sorte c'est le réalisateur de ce programme, Colin Sowonchuan. Joyeux anniversaire. Mesdames, Messieurs, nous sommes également en direct sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, et on démarre très fort pour cette édition de l'année 2026 avec une thématique qui vous intéresse certainement après le discours du chef de l'État au corps constitué et diplomatique à Yaoundé. C'était il y a quelques jours dans la ville de Yaoundé. On parle de souveraineté de l'État. Est-ce réaliste ou idéaliste? C'est la question centrale de ce jour. Le temps pour moi de souhaiter une bonne et heureuse année à mes invités que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver ce soir. Je commence par Maître Simon Kakak, qu'on ne présente plus. Maître, bonsoir et bonne année. Bonsoir les vidéos. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. À qui je présente mes civilités pour la nouvelle année. Parce que depuis le début de cette année, je n'ai pas eu le privilège de passer sur un plateau de Canal 2 International pour souhaiter bonne et sympathique année 2026 aux nombreux téléspectateurs de cette grande chaîne de télévision. Permettez-moi de saluer mon copanéliste et surtout permettez-moi de saluer mes camarades de promotion. Parce que nous, dans notre promotion, c'est-à-dire nous avons prêté serment en 1997 et nous avons une grande association qu'on appelle Conscience 97. Je profite de cette tribune pour présenter mes vœux à tous mes promotionnaires. D'accord. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, coordinateur de la Fondation Bretton Woods, également ici en Afrique. C'est toujours le cas, ça n'a pas changé entre-temps? Oui, ça n'a pas changé entre-temps. D'accord, merci à vous d'être venu. Et il faut préciser, il ne faut jamais oublier mes convictions politiques parce que je suis épéciste dans l'âme. Dans l'âme, ça c'est reconnu. Épéciste dans l'âme. Dans l'âme. On voit ça avec vos en chroniques. tout lieu, en toutes circonstances. On voit ça avec vos chroniques, hein, rassurez-vous. Lui également, c'est avec beaucoup de plaisir que je le retrouve en 2026. Maître René Roger Bébé, avocat au barreau du Cameroun, mais surtout vice-président du PCRN, le parti de l'honorable Cabral Libiche. Maître, bonne année. Bonne année Lille, merci pour l'invitation. Je m'associe entièrement à mon excellent confrère et contradicteur Maître Kakak en ce qu'il a dit les civilités à tout le Cameroun. Voilà, je voudrais également lui souhaiter à lui une joyeuse année 2026. Merci pour l'invitation. Merci René Roger. Ça a bien démarré chez vous? Oui, timidement. Bon, nous sortons d'une élection qui n'a pas été facile. Voilà, mais on se remet. Nous sommes déjà à pied d'œuvre pour préparer les prochaines échéances de mars et vraiment 2026. Merci à vous, messieurs. On attend dans un moment Serge Henri Kelbé. Il est homme politique qui nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, peut-être coincé dans les embouteillages. On verra tout à l'heure. Messieurs, on va prendre cet élément que nous propose Colin Sowonchuan pour planter le décor de cette thématique et on revient juste après.
avez vécu la présentation des vœux au Palais de l'Unité avec le chef de l'État. Maître? Ce que je dois faire observer, Lépidio, c'est que la présentation des vœux au chef de l'État a une grande valeur symbolique, une grande valeur républicaine, et surtout c'est l'occasion pour le chef de l'État d'exposer à la face du monde sa vision du monde. Permettez-moi cette redondance. Vous comprenez? C'est une cérémonie dont la solennité n'est plus à démontrer, mais qui permet au chef de l'État, au début de chaque année, de donner sa vision du monde. C'est pour cela que la dernière fois, j'ai été impressionné par ce qu'il a développé concernant la thématique qui nous réunit ici ce jour, la notion de souveraineté. Parce que pour moi, cette notion est plus que jamais d'actualité. Il faut qu'on essaie de comprendre ce qu'on appelle souveraineté. On essaie de voir ce que la souveraineté symbolise pour un pays et quelle est sa valeur réelle. Parce qu'en réalité, c'est un problème très très important et qui, de mon point de vue, doit être expliqué de fond en comble pour que les gens servent ce qu'on appelle souveraineté. L'honorable Cabral Libye, en quelques secondes, était au palais. On a vu des critiques sur la toile qu'il aurait dû, au regard de ses propos antérieurs, ne pas y aller. Mais madame, nous avons vu des leaders politiques dire qu'ils n'allaient pas aux élections le matin et y aller l'après-midi, et le lendemain dire qu'ils n'iraient pas, dans une incohérence totale, mais il n'y a pas eu de critiques. Pourquoi le fait que Cabral Libye ait dit il y a 2 ou 3 ans qu'il n'irait pas au palais, dans un contexte bien précis, interdirait que cet honorable citoyen et président de parti député à l'Assemblée nationale évolue, je ne dis pas change, évolue dans son point de vue et qu'il aille au palais présidentiel, qui est tout simplement une démarche républicaine. Présenter ses civilités à celui qui, bien que contesté, représente quand même le symbole de toute une nation. Le président de la République, à ce moment où il reçoit au palais de l'Unité, n'est pas le président du RDPC. Cabral Libye n'est pas allé saluer le président du RDPC. Il est allé saluer le président de la République du Cameroun. D'accord. Donc pas de polémique. Pas de polémique. D'accord, merci. Maintenant, ceux qui n'ont rien à faire et qui n'ont qu'à polémiquer, chercher la petite bête, peuvent... On a vu peut-être une possibilité d'entrer dans le gouvernement aussi. Hein, dans le gouvernement, puisqu'on annonce un remaniement ministériel et le nom de Cabral Libye circule également et ça a été également associé à cela. Oui, madame, s'il faut aller au passif, si tout le monde qui va au palais présidentiel entre forcément au gouvernement, mais je pense qu'on n'aura pas assez de ministères pour loger tous les Camerounais qui vont au palais de l'Unité. Voilà. Bon, rien à voir. Merci. Hein. Vous, puisque vous êtes le vice-président national pour ces précisions-là. C'est ça. Serge Henry, bonne année. Merci, Emile. Je suis très honoré de revenir sur votre plateau. Je voudrais donc pour cela adresser tous mes vœux les meilleurs, n'est-ce pas, surtout de très bonne santé, de prospérité et de bonheur à tous vos téléspectateurs. Je voudrais par la même occasion aussi souhaiter tous mes vœux les meilleurs à mes frères qui sont sur ce plateau. Je voudrais, n'est-ce pas, par la même occasion faire un petit constat. Je suis ingénieur polytechnicien, homme politique, et le sujet que nous allons traiter ce soir est un sujet très juridique. Je suis sur un plateau avec des éminents juristes. Je voudrais demander certainement à vos téléspectateurs qui vont nous suivre de comprendre que je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais en tant qu'homme politique... Le regard politique. Voilà, je vais essayer, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, quelques idées de la compréhension qu'on peut faire, n'est-ce pas, de la souveraineté des États. C'est 2026 qui vous amène à venir sur ce plateau à nœud papillon? Non, il faut peut-être dire que les cheveux grisonnants, de plus en plus, j'ai opté votre maturité. Voilà, pour un look un peu plus reposé. D'accord. Vous attendiez quelque chose à 17h tout à l'heure? Parce qu'on sait qu'au RDPC, tout le monde marche maintenant avec le poste national, la radio, pour essayer de voir si l'homme lion a décidé de réaliser
la promesse du 31. Madame Piéjou, si j'avais été consulté, je serais l'un de ceux qui attendent les résultats du On ne bac. consulte pas aussi forcément. Hein. Mais étant donné que je n'ai pas bien. été consulté, advienne que pourra. De toutes les façons, nous sommes unanimes, hein, tous les Camerounais. Le pays est figé. Le pays est figé et nous avons besoin d'une dynamique. Je pense qu'il a été vu de manière historique que le chef de l'État, dans un discours, nous dise qu'il annonce qu'il va faire un remaniement dans les prochains jours. Lui-même, il comprend que plusieurs Camerounais suffoquent On ne respire de plus. Hein. l'inertie. On dort avec le poste. Est-ce que c'est 13h? Est-ce que c'est 17h? C'est surtout ceux qui sont là et ceux qui gravitent autour d'eux qui veulent savoir s'il y aura des reconduits, des nouveaux, vous voyez. Mais les entrants sont beaucoup plus sereins parce qu'ils vivent depuis 43 ans de règne de Paul Biya, sans faire partie de ce gouvernement. Et on tout porte à croire que ceux qui seront appelés à ce gouvernement seront ceux qui vont faire son horizon funèbre, de toutes les façons. Puisqu'on nous regarde à la présidence de la République, peut-être on recevra un message d'ici la fin pour nous dire que, ben attendez, le 17h, c'est pour bientôt, soyez calmes. Alors on va passer à la thématique centrale de ce soir. Souveraineté des États est-elle réaliste ou idéaliste? Vous le savez, Paul Biya, dans son discours pendant les vœux au corps diplomatique, a précisé le monde continue d'être confronté aux affres du terrorisme, aux multiples atteintes à la souveraineté des États et au recul du droit international, avec des conséquences très graves à l'échelle nationale et internationale sur le développement de plusieurs pays et le bien-être des populations. Alors, Maître Simon Kaka, quand on parle de souveraineté des États, ça renvoie à quoi? Bon, en fait, je veux le dire de manière péremptoire. Hein. Tout à l'heure, je suis mon estimé copanéliste et ami et frère, Serge-Henri Kelbert, qui vous a dit que la souveraineté, c'est une notion essentiellement juridique, ce qui n'est pas faux. C'est une notion essentiellement juridique, mais qui peut avoir d'autres connotations dans la gouvernance réelle du monde. Bon, juridiquement, qu'est-ce qu'on appelle souveraineté? C'est ce pouvoir suprême, indépendant et exclusif, dont dispose tout État sur sa population et sur son territoire. Ça, on appelle ça souveraineté interne. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la souveraineté externe. Ça veut dire, c'est cette indépendance-là vis-à-vis des autres États qui ne doivent en aucun cas s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre État. En réalité, voilà les deux sens. Il y a la souveraineté interne, il y a la souveraineté externe. Donc, lorsqu'on parle de souveraineté, cela veut dire que un autre État n'a pas le droit de venir poser les actes dans un autre État. Et le contexte du chef de l'État, vous positionnez le mot souveraineté des États à quel niveau donc? Justement, je pense que le président de la République, qui est un homme qui suit l'actualité, a voulu simplement s'inspirer de ce qui s'est passé au Venezuela. Parce que ce qui s'est passé au Venezuela faut couler beaucoup d'encre de salive. Où un chef de l'État a mandaté des gens pour aller kidnapper un autre chef de l'État et venir le garder dans son pays. Ça, c'est une violation flagrante de la souveraineté de l'État qu'on appelle le Venezuela. Je pense que le chef de l'État s'est inspiré de cette situation pour faire ses développements sur la notion de souveraineté. Maître René Roger Bébé, est-ce que cette souveraineté existe aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe à l'international et même dans notre contexte? Est-ce que ça existe? Continent africain aussi. Si la souveraineté existe vraiment. Bon, elle existe parce que tout d'abord, elle est inscrite dans les instruments internationaux, notamment dans la Charte des Nations Unies. Article 2. Voilà, article 2, la souveraineté y est inscrite. C'est-à-dire qu'aucun autre État, comme le disait si bien Maître Kakak, aucun État n'a le droit de pénétrer dans un autre État pour y poser des actes. Vous comprenez? Donc la souveraineté, c'est le droit d'un État de gérer ses affaires. Et cette souveraineté postule la non-ingérence des autres États dans les affaires d'un autre État. La notion de non-ingérence. Mais il faut dire quand même, pour être vrai
et complet sur la question que la souveraineté ici doit s'entendre pas de manière absolue. La souveraineté doit s'entendre de manière relative, doit être relativisée. Parce que vous avez tout d'abord, mais j'affirme le principe, hein, le principe de la souveraineté qui implique l'égalité entre les États. D'ailleurs, à l'ONU, c'est une voix, un pays, peu importe votre poids. Le respect mutuel entre les États, la non-ingérence et tout. Ce principe est consacré. Mais il supporte des exceptions. Vous avez par exemple la notion du droit d'ingérence. Le droit d'ingérence qui a été formalisé dans les années 80 par Gérard Kouchner, de Médecins sans frontières, n'est-ce pas, qui voudrait que... D'abord, il faut se dire que quand on parle de droit d'ingérence, ça ne veut pas dire qu'il y a un corpus normatif, un droit élaboré. Non, c'est une notion qui avait été fabriquée, permettez-moi l'expression, comme ça, juste pour résoudre certains problèmes. L'humanité ne pouvait pas rester inerte face à des souffrances qui avaient cours dans certains pays au nom de la non-ingérence. C'est pour ça donc qu'on a créé ce concept de droit d'ingérence. Mais à l'épreuve, les États africains notamment ont reproché aux Nations Unies l'usage de cette notion parce qu'elle renvoyait à une forme d'impérialisme. Parce que ce droit d'ingérence s'appliquait beaucoup plus aux États faibles. C'est pour ça donc que depuis une vingtaine d'années, les Nations Unies ont évolué et ont consacré aujourd'hui, en lieu et place du droit d'ingérence, ils ont consacré ce qu'on appelle la responsabilité de protéger. La RDP, la responsabilité de protéger, qui veut que, comme le disait si bien maître Kakak, l'État puisse protéger ses populations. Maintenant, si l'État ne peut pas protéger ses populations, si l'État échoue, ou si l'État devient lui-même l'agresseur de ses populations, à ce moment, les Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité, peut intervenir d'abord par les voies diplomatiques, et si les voies diplomatiques ne marchent pas, par les voies militaires. Le cas de la Libye, entre guillemets. Exactement. Mais pourquoi cette notion revient de plus en plus au XXIe siècle? De plus en plus, vous suivez les discours souveraineté des États, non aux violations, etc. Pourquoi de plus en plus on remarque cela? Merci déjà de me poser la question sur ce prisme-là. Mais je voudrais ajouter un peu d'idées à ce que développait déjà M. Bébé, je vais y revenir. Et j'évoquais tantôt le cas de la Libye, où aujourd'hui, malgré tous les États sont d'abord souverains. L'ordre de Malte est souverain, Monaco a une certaine souveraineté. Il faut bien faire la dissociation entre l'autonomie et la souveraineté. Nous parlons de souveraineté. Parce que, par exemple, vous avez des États, des pays qui ont opté pour le fédéralisme, tels que la Russie, le Nigeria, la Suisse, où à l'intérieur de ces États, vous avez des micro-États qui sont aussi souverains. Par exemple, au Canada, vous avez 10 provinces et chaque province a une certaine souveraineté avec son premier ministre et son gouvernement. La province du Québec, la province du Nouveau-Brunswick, ainsi de suite. Donc, il faut donc revenir à ce que développait Jean-Maître Bébé pour faire comprendre que une certaine manipulation pour des intérêts parfois économiques s'est installée au niveau du Conseil de sécurité où les pays membres, d'une manière ou d'une autre, peuvent faire adopter ou voter une résolution qui va, n'est-ce pas, violer la souveraineté d'un État et agir. Ça a été peut-être le cas en Libye, je l'ai cité, mais on a vu d'autres violations de souveraineté lorsqu'il a fallu faire la guerre de Yougoslavie, chez Milosevic, avec Bill Clinton et Madeleine Albright. Alors, pour revenir à la question que vous posiez tantôt, que pourquoi est-ce qu'elle apparaît cet an dernier? En fait, le monde s'est globalisé. Et dans cette globalisation, est né des grands États, tels que l'Union européenne. Nous nous battons à faire ce qu'on appelle la CEMAC, ou bien la CEAC. Et là où les pays ont accepté de léguer une partie de leur souveraineté, comme ça se passe dans l'Union européenne, où il y a certains accords tels que les accords de Schengen, et ainsi de suite, où la fluidité entre les résidents de cet espace géopolitique sont libres, ou alors les membres de l'OTAN, pour parler militairement, on assiste à des nouvelles forces
qui s'imbrigue au-delà des frontières. Mais pour revenir, est-ce que quand le chef de l'État, par exemple, évoque cette notion de souveraineté des États devant le corps diplomatique, est-ce que ce n'est pas aussi un message qui passe à cette communauté internationale pour vous dire faites ce que vous voulez là-bas chez vous, mais faites attention parce qu'il y a encore des personnes qui sont attachées à cette souveraineté-là? Oui, mais au-delà, il faut comprendre que le chef de l'État, à travers ce passage, ce paragraphe, tel que moi je l'ai compris, et je suis sûr que son discours a été modifié, parce qu'il aurait peut-être certainement pu être écrit avant ce qui s'est passé au Venezuela. Mais cette partie-là a été intégrée parce que le président de la République, son Excellence Poubia, est d'abord un féru de la non-ingérence. C'est quelqu'un qui est vraiment attaché à certaines valeurs universelles. Et je pense aussi que comme nos pays sont demandeurs, parce qu'il faut dire que la souveraineté d'un État s'affirme par sa force militaire, par la force, la capacité de cet État à protéger lui-même et ses populations. Sinon, je suis certain qu'il y aurait déjà eu une solution pour aller intervenir soit en Israël ou en Russie pour leur dire ça suffit. Mais personne ne peut y aller, bien que ces deux États ont outrepassé le droit international en ce qui concerne la Russie pour aller se faire justice elle-même en Ukraine et Israël pour aller se faire peut-être baliser son territoire en Cisjordanie ou en Palestine. Donc vous comprenez donc que la question du droit est, comme le disait peut-être Maître Bébé, est à relativiser, tout simplement que ça dépend du prisme, du côté par lequel on l'observe. Maître Simon Kakak, il y a cette question qui revient. Est-ce qu'on peut parler de souveraineté à l'heure de la mondialisation et des marchés financiers? Peut-être c'est juste un discours de politique publique. Je vais vous dire une vérité honnête et sincère. Tout à l'heure, dans mon prorogement d'intervention, je vous ai cristallisé la dimension juridique de la notion de souveraineté. Mais il faut reconnaître qu'en réalité, dans la gouvernance actuelle du monde, cette notion de souveraineté n'existe que dans les pays forts et puissants. La souveraineté n'existe pas dans les pays faibles. Donc on est mal barré alors? Non, ça je le dis honnêtement. La souveraineté n'existe que dans les pays forts et entre les pays forts. Par exemple, ce qui s'est passé au Venezuela, le président américain ne peut pas faire ça en Russie. Parce que c'est deux pays forts. On lui a même posé la question. Vous comprenez? Les deux pays-là se respectent. Mais nous qui sommes les États faibles là, nous ne pouvons pas parler de souveraineté. Je passe sous le contrôle de tout, mais parler de tout, mais tout parler d'ici. Vous comprenez? Parce que ce qui se passe au Venezuela, ce qui s'est passé au Venezuela, en réalité, c'est une guerre d'intérêt. C'est une affaire d'intérêt. Américains qui sont menacés là-bas dans la gestion du pétrole vénézuélien. Vous comprenez? Donc, lorsque nous, les pays faibles là, ces États forts, ces États puissants, ces États craints, ces États respectés ont des intérêts économiques dans nos pays. S'il faut intervenir, les gars vont intervenir. Parce qu'ils sont forts. Parce que pour vous dire la vérité... On ne va rien faire. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc c'est pour vous dire que, en ce moment, nous sommes très mal partis dans cette dynamique de globalisation. Parce que ces gens ont les intérêts partout. Je peux vous dire que si ces Américains-là ont un enjeu économique important ici, ils peuvent intervenir ici. Vous avez vu ce qui s'était passé dans les années 90 en Irak. Les États-Unis sont intervenus à 2 reprises. Tempête du désert. Tempête du désert. Les Nations Unies. Tout à fait. Donc en réalité, même ce qu'on appelle les Nations Unies, ça c'est, excusez-moi de le dire ici, mais j'ai l'honnêteté de le dire. Les Nations Unies sont au service des États forts. Parce qu'en réalité... Tout le monde a les sièges là-bas, même permanents. Il y a même des pays petits. Non, il n'y a que 5 membres permanents. Le Conseil de sécurité, parce qu'en réalité, ce qui gère réellement les Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité qui a 15 membres. Donc 5 membres permanents. Les 5 membres permanents, c'est les États forts. Qui ont des droits de veto. Il y a la Russie,
il y a la France, il y a le Royaume-Uni, il y a les États-Unis. Il n'y a aucun État faible qui est membre permanent du Conseil de sécurité. En ce moment, sur les 15 membres, donc sur les 10 membres non permanents, il y a 3 États africains qui sont membres non permanents. Ça veut dire, actuellement, c'est la RDC, c'est la Somalie, c'est le Libéria. Mais est-ce que ces pays pèsent dans la gestion de l'Afrique? Je dis non. Il y a des détails qu'il faut intégrer pour comprendre que ce qu'on appelle la souveraineté, c'est une pure vue de l'esprit. C'est une fiction. Lorsqu'il y a eu, par exemple, la guerre en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens ne savaient pas. À l'époque, c'est Sarkozy qui est président en France. Lorsque le dossier Côte d'Ivoire arrivait sur la table du Conseil de sécurité, on demandait l'avis de Sarkozy. C'est l'avis de Sarkozy que tout le monde suivait. Parce que les Nations Unies fonctionnent encore avec ce qu'ils appellent les zones d'influence. Parce que même ce qui se passe au Venezuela, les Américains ne voient pas d'un bon oeil comment le pétrole vénézuélien, qui est dans sa zone d'influence, peut être géré à plus de 70% par la Chine. Ce n'est pas possible. Parce que dans le secteur du pétrole, ça faut l'intégrer. Dans le secteur du pétrole, il y a 2 segments. Il y a ce qu'ils appellent les upstream. Ça veut dire l'exploration-production. Il y a ce qu'on appelle le downstream. Le downstream, c'est tout ce qui concerne les activités comme le raffinage, le stockage, la distribution à la pompe, tout ça. Mais au Venezuela, il faut que le monde sache, le upstream pétrolier, qui est plus rentable, le upstream pétrolier vénézuélien était contrôlé par la Chine depuis Hugo Chavez. Donc à la veille de la capture de Maduro, on a vu qu'il y a eu des rencontres. Des rencontres. La dernière personne que Maduro a rencontrée, c'était un Chinois. Donc c'est la Chine qui gérait le pétrole du Venezuela. Et donc, et de deux, même la sécurité même de Maduro était assurée par les Chinois. Donc, il y a un autre message que les Américains sont en train de passer. Ils vous disent que, écoutez, vous qui traitez même avec la Chine là, sachez que c'est nous les maîtres du monde. Donc, nous sommes les plus forts. Donc, c'est pour dire que cette notion de souveraineté, pour revenir à votre formulation, parce que vous nous demandez si la souveraineté est réelle ou fictive. En réalité, c'est ce que vous avez dit. Tout à fait. Pour vous dire la vérité, dans la réalité des faits, la souveraineté est fictive à l'heure actuelle. C'est ce que je voulais dire. Dans cette fiction-là, il y a des citoyens. Il y a des élites, finalement, ça protège qui? Maître René Roger Bébé. La souveraineté. Oui, des États, ça protège qui? Ça sert à qui? Les citoyens, les élites, l'État fort? La souveraineté est conçue... Puisque dans le discours, lorsqu'on a entendu, on vous dit les conséquences négatives sur le développement des pays et même sur des populations. Oui, parce que la souveraineté est conçue pour protéger les nations et les peuples, les populations. Puisque quand les États-Unis pénètrent par force, agressent le Venezuela, c'est pour faire main basse sur les ressources qui sortent du contrôle des populations et du régime en place au Venezuela. Mais vous avez demandé tout à l'heure pourquoi cette résurgence des questions liées à la souveraineté au XXIe siècle et tout. Je voudrais dire que 2 choses. La première, c'est que d'un point de vue économique, quand les ressources se raréfient, les tensions augmentent. Bien sûr. Pour contrôler les poches de ressources qui restent. Voilà, c'est pour ça que c'est dans ce contexte-là qu'on peut situer l'agression, l'acte d'agression posé par les États-Unis sur le Venezuela. Donc, il y a ça. Deuxièmement, il y a la conquête des territoires. Des territoires peu ou prou riches en ressources naturelles, mais qui peuvent offrir des positions stratégiques pour assurer sa propre sécurité ou pour attaquer d'autres États. Si aujourd'hui, par exemple, les États-Unis récupèrent le Groenland, voilà, s'attachent à arracher le Groenland ou à l'acheter, d'accord? C'est vrai pour ses ressources naturelles, mais c'est beaucoup plus aussi pour sa position stratégique qui permet de positionner des missiles là qui peuvent toucher la Chine facilement. Donc, voilà pourquoi cette notion revient beaucoup, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui, certes globalisé, mais qui est très dangereux, où des enjeux sécuritaires sont extrêmement importants. Et quand il y a la voix du Cameroun par rapport à cette situation, cette actualité sur le plan international, ça peut renvoyer à quoi? Non, le président de la République a raison de poser le problème tel qu'il l'a posé, de lancer ce cri d'alerte, pour dire, parce que qu'est-ce qui se joue en réalité? En étant un pays faible, puisque c'est les forts qui dominent. Oui, mais au moins... La voix ne compte pas, alors. Oui, non, c'est pas que sa voix ne compte pas, c'est qu'elle ne pèse pas beaucoup, ça, il faut le dire. Hein, mais c'est quand même une voix.
Si 2, 3, 4 voix, 10 voix, 20 voix, 100 voix s'élèvent, ça fait un tour quand même, ça peut porter loin. Parce que le problème qui se pose ici, en fait, l'enjeu c'est quoi? C'est que si on permet qu'un État souverain puisse agresser un autre État souverain au nom de ses ressources ou au nom de la démocratie ou du respect des droits de l'homme, ce qui est un leurre en réalité. Ce qui est un leurre. Mais ce sera consacrer le recul du droit international. Et s'il y a recul du droit international, il y a quoi? Nous tombons dans la jungle. Nous tombons dans l'état de nature. C'est-à-dire où le plus fort peut disposer du plus faible à sa guise. Où on n'a plus peur des juridictions. Évidemment, les États-Unis... Mais quand vous n'avez pas de monnaie, vous n'avez rien. Vous êtes dépendant de l'autre. C'est pour ça, madame, que pour moi, au lieu de parler de souveraineté, nous le voyons là, qui est une notion en réalité trouée, qui est une notion trouée, moi je préfère parler d'interdépendance. Je pense que la notion d'interdépendance rend mieux compte de la situation. Vous faites quoi du mot recul du droit international? Puisque c'est dans le même... Mais oui. Mais ces actes tels que ceux que nous vivons là, avec l'agression du Venezuela, consacrent le recul du droit international, consacrent le règne du plus fort, de la raison du plus fort. D'accord. Or, nous avons connu un long chemin, nous avons parcouru un long chemin pour parvenir à l'état de droit international que nous vivons aujourd'hui et qui nous offre un semblant de paix, sans lequel je pense que l'humanité aurait déjà peut-être disparu. D'accord. Alors, si nous bafouons les Nations Unies, si nous méprisons les Nations Unies, comme les États-Unis le font, alors là, nous sommes en train d'aller vraiment vers des difficultés auxquelles nous ne pourrons plus faire face. On ne le souhaite pas. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a cette question pour vous. L'attachement du Cameroun au principe de non-ingérence, le respect des frontières et de l'égalité souveraine des États, cohérence avec la Charte des Nations Unies évoquée tout à l'heure. Réalisme juridique ou posture de principe? Ça, c'est un téléspectateur qui vous demande, qui vous pose cette question-là à vous, Serge Kelbey, puisque le Cameroun est toujours là, non en ingérence, etc. Non, souveraineté des États, recul. C'est une posture de principe, parce que par principe du droit international, les États sont souverains et indépendants. Exact. Les États sont reconnus par leur entité. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez aux Nations Unies, vous allez trouver le drapeau de la Somalie, vous n'avez pas trouvé le drapeau du Somaliland. Pourtant, il existe. Vous n'avez pas trouvé aux Nations Unies le drapeau de la Palestine. Mais c'est... Je ne sais pas comment est-ce qu'ils appellent déjà la Palestine, mais on va vers la reconnaissance ou l'autonomisation du peuple palestinien. Vous allez trouver certains drapeaux, je crois qu'il y en a 184 ou 186, 196 déjà États reconnus. Donc par principe, il est de bon ton en diplomatie de ne pas intervenir économiquement ou militairement dans les influences d'un pays, sauf s'il y a une décision sous-régionale, comme peut-être, je ne sais pas si c'est lorsqu'il y a des petits bruits en Afrique de l'Ouest, ils ont leur la CEDEAO, merci, qui se réunit et qui a une force militaire qui peut... Quand vous avez quelqu'un comme Donald Trump qui ne consulte pas, qui ne regarde pas, du jour au lendemain, il atterrit chez vous, il vous pêche. Ce que je veux dire, c'est le président George Bush qui parlait d'État voyou. En réalité, il n'y a pas d'État voyou. Il y a, permettez-moi l'expression, des chefs d'État qui s'apparentent peut-être à des comportements de voyous. C'est-à-dire que son prédécesseur a géré le pays et le monde de manière pacifique, de manière consensuelle, mais lui, il arrive comme un cow-boy qui remet tout à plat et qui veut imposer mais il y a des motifs. Un mode de fonctionnement. Mais il y a des motifs. Il vous parle du narcotrafic, il vous parle tellement de choses. Nous tous on sait que c'est des raisons, mais qui ne tiennent pas. Parce que sortons des États-Unis, regardons aussi Israël. Regardons Israël qui est pratiquement en violation permanente du droit international. Nous allons loin, regardons le Rwanda. Qui est en RDC.
Et qui tire les ficelles derrière? Les États-Unis. Donc, en fait, moi, je suis d'accord avec Maître lorsqu'il dit, bon, on a dit qu'il faut être fort, mais il y a un autre aspect, le côté économique. Nous avons l'impression, dans nos États faibles économiquement, que nous ne pouvons pas nous bomber le torse en disant que nous sommes souverains. Parce que nous sommes trop demandeurs. C'est comme un enfant qui va aller au cinéma tout le temps, qui veut s'acheter des vêtements, mais qui demande constamment à son papa. Et on va lui dire, si tu penses que tu as grandi, ce n'est pas chez moi. Tu dois rentrer à 20h. Après 20h, je ferme mon portail. Donc, si tu veux être souverain, grandis, tu travailles, tu trouves le chez toi. Donc, nos peuples africains, généralement, les pays africains, malgré les ressources que nous avons, mais que malheureusement, nous ne pouvons pas transformer, nous ne pouvons pas dire que nous sommes souverains dans la mesure où nous-mêmes, parfois, nous allons chercher nos bourreaux. Des pays comme la Chine, de venir exploiter nos ressources. C'est la nouvelle destination aujourd'hui. Les minéraux qui viennent les exploiter, avec tout ce que ça comporte derrière. Mais je voulais dire, comme les éminents juristes qui sont ici l'ont déjà dit, par principe, tous les États sont souverains. Mais cette souveraineté-là se marchande dans la mesure où vous devez vous faire respecter et poser des actes qui vous rendent majeur pour que les autres vous respectent. Mais pour chuter, permettez-moi, je voudrais attirer l'attention de nous tous ici sur le plateau, le panel, pour dire que ne nous projetons pas seulement vers une souveraineté internationale, mais il y a une souveraineté interne, comme le disait peut-être Maître. Vous pensez que quand vous avez conçu votre R+40, belle maison, bel immeuble, une tour, et que l'État veut peut-être faire passer son pont ou son échangeur, on vient vous coller une DEP, un domaine d'utilité publique, on réquisitionne votre terrain, on démolit votre R+40. Voilà aussi la souveraineté de l'État à l'intérieur de son territoire. Il ne faut pas démolir pour démolir. Il y a des principes qui accompagnent. Ce qui est sûr, l'État réquisitionne tout ce qui lui est nécessaire. Même les tombes, même les cimetières. On va vous dédommager. Mais c'est souvent le nerf de la guerre. Hein. On dit, l'axe doigt là, Yaoundé va passer ici, il faut dédommager les populations, mais après, vous voyez ces populations-là. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Mais l'État a déjà réquisitionné parce qu'il a une souveraineté interne dont on parle très peu, et particulièrement aussi ici sur ce plateau. Que font les États les plus fragiles dans cette situation-là aujourd'hui, puisque le monde est en train d'évoluer à une vitesse exponentielle? Les États fragiles font comment? Non, écoutez, je pense qu'on l'a déjà dit sur ce plateau. Bon, mais je vais le redire. Hein. Les États les plus vulnérables dans cette situation de souveraineté. On doit seulement faire le discours, un peu comme les chefs d'État. Le discours, mais ce discours en réalité, c'est le discours de principe, hein, pour essayer de réaffirmer ce qu'on appelait tout à l'heure la posture du principe. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui gère le monde. Il ne faut pas se leurrer. Je l'ai dit ici, je le redis. Ce qui guide les relations internationales, ce n'est plus le droit international. C'est les intérêts stratégiques des États forts. Est-ce que ces États fragiles ne pourraient pas aussi travailler pour être plus forts, indépendants, parce qu'on a des richesses, on a des ressources recherchées par ces États-là pour maintenir mais leur c'est pour ça que nous devons obligatoirement améliorer notre gouvernance pour devenir aussi forts. On a des richesses naturelles que Dieu nous a donné. Vous comprenez? Exploité par l'extérieur. La RDC. Vous comprenez? Mais sauf que, plus vous avez les ressources naturelles immenses, convoitées, plus les plus forts vous regardent. Parce que même ce qui se passe en RDC, qui a un sous-sol immensement riche, ce qui se passe là-bas avec le Rwanda, c'est que les États forts sont derrière le Rwanda pour créer les désordres en RDC, pour exploiter ces minéraux. C'est de ça qu'il s'agit. Mais lorsque vous revenez, il y a un problème. Hein. Quand vous voyez ce qui se passe, par exemple, à Gaza, où effectivement, comme l'a si bien relevé ça en Québec, les Israéliens violent le droit international tous les jours. Ils sont là pour écraser Gaza avec la complicité tacite et même active de certains grands États. Parce qu'en réalité, tout ce qui se passe en Israël, c'est les États-Unis qui sont derrière. C'est le lobby des États-Unis qui soutient Israël. Vous allez voir que même l'ONU ne pourra jamais prendre une vraie résolution sur Israël.
C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que même Le l'ONU... Conseil de sécurité? Même le Conseil de sécurité ne peut rien faire. Ce qui se passe en Ukraine, le Conseil de sécurité a fait quoi? Ce qui se passe par exemple dans les pays comme Hong Kong, territoires comme Hong Kong, qui sont dans la zone d'influence. Taïwan. Que la Chine... Donc chaque grand pays, chaque membre permanent du Conseil de sécurité a sa zone d'influence. Les pays comme Taïwan, les pays comme Hong Kong, c'est la Chine. La Chine fait de cette zone tout ce qu'elle veut, sans que la communauté internationale intervienne. Ce qui se passe en Ukraine, c'est la zone d'influence de la Russie. Vous comprenez? Personne ne peut intervenir là-bas. Même ce que l'Union européenne fait là, ça ne peut pas prospérer. C'est pour vous dire quoi, objectivement, à l'heure actuelle, ce que nous devons faire pour renforcer notre souveraineté, ce que nous, les États faibles, nous devons faire pour améliorer, pour essayer de renforcer notre souveraineté, c'est quoi? C'est améliorer notre gouvernance, trouver des solutions, des stratégies internes qui vont nous permettre de rentabiliser nos matières premières, afin de les transformer sur place. Pour nous. Et autre chose qui est très important, parce que vous ne pouvez pas parler fort dans le Conseil des Nations si vous n'avez pas une vraie armée. Parce que même ce qui se passe là où quand les Américains se lèvent pour aller faire ce qu'ils ont fait là au Venezuela, c'est pour dire aux partenaires économiques du Venezuela qui assurent également la sécurité que c'est nous les plus forts. S'ils n'avaient pas une armée forte, il ne faut pas faire ça. C'est pour dire que aujourd'hui... Si tu permets, je vous l'ai dit, je voulais prendre le cas des petits pays comme le Luxembourg, la Suisse, qui n'ont peut-être pas de matières premières, mais qui financièrement achètent, et même le Japon, achètent leur souveraineté, parce que le Japon est protégé par des accords avec les États-Unis. Le Luxembourg, le Liechtenstein, la Suisse, qui sont vraiment des États comme peut-être tout l'Ouest ou une partie de Bafoussam, vous voyez, ont aussi, n'est-ce pas... Oui, mais justement, tu reviens à ce que je dis, dans ce sens que derrière ces pays-là, c'est tuer les États forts qui se cachent. Pour que ces petits pays deviennent des grands pays, il faut que les États forts soient derrière. Tout ce que vous voyez le Rwanda faire en RDC, parce que je ne sais pas si vous êtes parti là-bas, quand vous partez dans cette zone qu'on appelle les Grands Lacs, vous voyez le grand RDC. Bien sûr. Vous voyez un minuscule pays à côté de la RDC, comme ça, comme un petit point. Mais on vous dit que c'est ce petit pays-là qui déstabilise le gros pays. Ça veut simplement dire qu'il y a des grands États, il y a les États forts qui se cachent derrière ce micro-pays pour s'aimer la zizanie à RDC. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion, au regard de ce qui se passe sur l'échiquier international, pour que, si je prends zone Afrique centrale, que ces États-là renforcent leur unité, le dialogue? On prend la zone CEMAC, on a vu l'AES qui s'est mis à côté et renforce son armée, renforce ses principes. Peut-être c'est l'occasion ou jamais de revoir la stratégie, de se mettre en bloc au cas où ces pays forts-là viendraient peut-être violer la souveraineté d'un État. Non, je ne pense pas que cette approche militariste pourrait nous être d'une quelconque utilité. Parce que réunissez tous les 54 ou 50 combien de pays africains, qu'est-ce qu'ils pourraient face aux États-Unis? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Non, je ne pense pas. Je pense que ce que nous devons mettre en avant ici, c'est l'exigence de respect de l'état de droit, le droit international. C'est ça notre protection. Vous comprenez? Après ça, maintenant, je voudrais dire deux petites choses. Par rapport à la résurgence au XXIe siècle. Oui, ces agressions-là, ces actes d'agression sur la souveraineté de certains États ne datent pas du Venezuela aujourd'hui. Pas, vous avez des précédents, ça a commencé depuis le XVIIIe siècle. Depuis... C'est qu'on n'avait pas encore vu quelqu'un aller pêcher un autre président de la République. On avait déjà vu. De cette manière-là, on a vu la Libye, comment ça s'est passé avec Kadhafi et le reste, mais de façon spontanée, comme ça. On a vu au Nicaragua le général Manuel Noriega être enlevé et amené aux États-Unis, jugé et condamné à 40 ans de prison. Mais c'est ça, on n'a pas vu venir, vraiment, avec le Venezuela, on l'a pas vu venir. Et puis on peut même aussi, pourquoi pas citer le cas de Salvador Allende, au Chili. Mais qui a été assassiné. Qui a été bombardé. Qui a été bombardé. Oui, avec les États-Unis derrière. Toujours les pour contrôler ses richesses. N'est-ce pas? Et on a placé donc Pinochet. Le canal de Suez. Oui. J'y étais d'ailleurs à l'inauguration. Voilà, très bien. Donc, le canal de Panama, je voulais dire. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, je voulais clarifier le fait que
quand on parle des atteintes à la souveraineté des États, il faut distinguer deux types d'atteintes. Vous avez des atteintes barbares, sauvages, c'est-à-dire qui caractérisent l'ensauvagement du monde. Et puis vous avez des atteintes légales, louables même, des atteintes à la souveraineté. Les atteintes barbares sont celles qui sont faites de manière unilatérale. C'est-à-dire un État se lève et va agresser un autre État, ou deux États se lèvent, forment une coalition, vont agresser un ou deux autres États. Ça, c'est des atteintes barbares à la souveraineté. Il faut les condamner. Ça, c'est le recul du droit international. Maintenant, vous avez des atteintes à la souveraineté qui sont du fait de l'ONU, en application, non pas du droit d'ingérence qui est dépassé, mais en application de la responsabilité de protéger, qui est assise sur la loi. Mais qui est aussi manipulable. Il faut faire attention. Je vous parle Elle est manipulable pour le cas de la Libye. Je parle des principes d'abord. Oui. Je parle des principes, ça dit sur le plan des principes. Vous avez donc ces atteintes qui sont légales et qui sont assises sur l'article 7 de la Charte des Nations Unies, n'est-ce pas, qui permet aux Nations Unies qui aboutit à une résolution de déployer la force pour rétablir la paix là où elle est perturbée. Alors, on assimile donc les cas d'atteinte aux droits fondamentaux ou de catastrophes naturelles qui se produisent dans un État à cet article 7-là de la Charte et qui permettent donc aux Nations Unies, au Conseil de sécurité en particulier, de voter des résolutions contraignantes, c'est-à-dire qui emportent le droit d'user de la force, après qu'il y a eu échec de la diplomatie. D'accord, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste rebondir sur un point précis. Parce qu'en fait, ce que René Roger appelle les atteintes légales, Oui, alors. en réalité, ça ne peut pas nous aider à protéger le droit international. Oui. Parce que même ces atteintes légales auxquelles il fait allusion, là, sont téléguidées par les États forts. Manipulées. Parce que ce qu'on appelle là les résolutions du Conseil de sécurité, c'est toujours un membre permanent qui vient avec un projet de résolution. Tout à fait. Et il réussit à convaincre les autres, ils adoptent. Mais là également, il y a un blocage parce que dès qu'un membre permanent met son veto, la résolution ne s'applique pas. Non, on est d'accord que... Donc, moi, je suis sur les principes. Oui, mais donc, maintenant, l'application peut être dévoyée. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. moi, je pense qu'il y a un point sur lequel je suis d'accord avec Lille quand elle pose la question sur le renforcement de la dynamique communautariste de nos États. Imaginez un seul instant que l'idée qui avait été développée lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, où certains leaders de notre continent étaient pour la création des États-Unis d'Afrique. Si on avait réussi à mettre véritablement les États-Unis d'Afrique, on vous dit voilà un pays qu'on appelle désormais l'Afrique 54 États fédérés. C'est-à-dire que parce que c'est ça qui fait la force des autres. Bien sûr. Les États-Unis, n'oubliez pas que les États-Unis au départ, c'était des colonies européennes. Il y a les Anglais, il y a les Français même, il y a les Espagnols, il y a des Italiens qui ont colonisé les États-Unis, qui étaient un nouveau territoire. Mais ce qui a fait leur force, c'est quand ils ont réussi à créer un véritable État fédéral. C'est ça qui fait leur force. Nous aussi, si on avait travailler là-dessus, à créer un État fédéral en Afrique, avec 54 États fédérés, je suis sûr que ces gars réfléchiraient. Là, chacun va en disperser, vous avez le Mali, le Burkina. Pour moi, c'est une solution. Mais sauf que, connaissant nos égoïsmes qui nous sont intrinsèques, parce que beaucoup de gens chez nous... Moi, je pense qu'on doit démilitariser. On ne doit pas fonder la sécurité des États et des individus sur la force militaire. Pas seulement sur la force militaire, mais si on travaille en bloc, ça peut aussi faire peur. Pour moi, on doit beaucoup plus travailler, l'aspect de la protection juridique. Est-ce qu'un pays qui n'a pas une armée forte peut faire ce que les États-Unis ont fait là? Non. Qu'est-ce qui sécurise les États-Unis? Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé là... C'est pour ça qu'il faut casser cette dynamique. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé au Venezuela... L'Allemagne n'a pas une grande armée comme... En Corée du Nord? Oui, l'Allemagne n'en a pas. Pourquoi ça s'est passé en Corée du Nord? Parce que ils ont une bombe, parce qu'ils ont la bombe. L'arsenal militaire très développé. Non, ils ont l'arme dissuasive. Oui, c'est pour ça qu'il faut casser cette dynamique. D'accord, c'est compris. Est-ce que le Cameroun doit... Sinon, on va vers l'équilibre de la terreur. Permettez-moi de poser cette question parce que c'est revenu après tout ce qui s'est passé, après le paragraphe de ce discours du chef de l'État. Est-ce que le Cameroun doit avoir peur de ce qui peut se passer au regard de notre contexte
Parce que ça revient. C'est-à-dire, soyez Déjà, clairs. Il a compris. Déjà, je tenais à vous dire que vous constatez sur le plateau que la question est éminemment juridique. C'est pour ça que nos deux juristes, n'est-ce pas, ont un peu du contradictoire entre eux. Maintenant, je vais répondre pour vous faire comprendre que, vous savez, moi quand j'ai appris, parce que ça s'est passé, c'était la nuit là-bas aux États-Unis, mais c'était déjà le petit matin ici. Et moi, je me réveille très tôt, j'ai 2 chaînes, et je connais les canaux déjà, 250 et 273. C'est pas la publicité. Non, je n'ai pas cité les noms des chaînes. J'ai donné les chiffres. Répondez à la question. Donc, dès que moi j'ai mis ces 2 chaînes, j'ai vu ce qui s'est passé au Venezuela, j'ai dit non, ça ne peut pas se passer au Cameroun. Pourquoi? Vous Voilà. êtes un Très petit bon. État aussi. Non. Il ne faut pas voir petit dans le sens. Le Cameroun aussi, d'abord, est un non-aligné. Nous ne sommes pas membres de l'OPEP, nous sommes un pays non-aligné, qui est producteur de pétrole. Nous faisons environ, je crois, 250 000 à 300 000 barils. Nous ne faisons pas 750 000 ou 1 million de barils jour. Mais le président est un doyen. Au-delà d'être j'en viens, comme pour dire que nous avons du pétrole, mais nous n'avons pas les mêmes intérêts contre Il faut coller les motifs comme on a collé au Venezuela aussi. Non, même si le président de la République, entre guillemets, exaspère certaines personnes dans le monde, parce qu'il est peut-être au 8e ou au 7e président américain, parmi ceux qui ont fait 2 mandats, c'est-à-dire les Bill Clinton, les Bush et les Barack Obama, ainsi de suite, mais il y est toujours. C'est pas de cette façon que je pense qu'on va faire comprendre forcément au président camerounais de partir. Déjà, c'est pas un narcotrafiquant. On ne peut pas lui coller cette étiquette. Deuxièmement, je pense que le Cameroun... On peut coller aussi longévité, c'est possible. Non, au-delà de ça, c'est pas des arguments. C'est pas des arguments qui vont tenir. De la démocratie. C'est pas des arguments qui vont tenir. Je peux vous faire comprendre que ce qui maintient le pouvoir de Yaoundé, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le Cameroun a une forte diplomatie. D'accord. Le Cameroun et le président Biya sont des surfeurs de toutes les crises internationales. Le président de la République s'en sort. La menace globale, riposte globale. Ça, c'est toujours le maître mot de politique. Oui. Non, écoutez un peu. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Dans quelques mots. En réalité, le vrai problème, je suis d'accord avec lui sur un point. Les États-Unis ne peuvent pas intervenir au Cameroun pour nos affaires intérieures. Comprenez? Les directions, ça n'intéresse pas les États-Unis. Ils s'en foutent éperdument. Mais ils sortent souvent les Oui, comités mais non, pour ça, constater l'élection, tout ça à s'est l'heure, bien vous avez passé. ça une posture de principe. Ils s'en foutent. Pourquoi ils s'en foutent énormément? Lisez même la politique africaine de Donald Trump. L'Afrique ne représente rien. America first. Vous comprenez? America first. Maintenant, ce qui peut, je vous ai dit que la seule chose qui fait sortir ces grands pays, c'est leurs intérêts stratégiques. Quand ils ont des vrais intérêts stratégiques dans un pays, les vrais intérêts, tout à l'heure, Renaud Roger a parlé des intérêts sécuritaires. Quand leurs intérêts sécuritaires sont concernés, quand leurs intérêts économiques stratégiques sont menacés, c'est pas pour faire. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun. Donc, rassurez-vous, ce qui est arrivé au Venezuela ne peut pas arriver au Cameroun. On évoque quand même quelques liens. Je suis d'accord, 100%. On évoque quand même quelques risques liés à ces violations de la souveraineté. Là, conflit, chaos, radicalisation, c'est ce qu'on voit un peu partout pour sortir finalement réaliste ou idéaliste. Peut-être les deux. Parce que la souveraineté, la notion de souveraineté des États existe. Elle est connue, enseignée dans les universités et récitée dans toutes les réunions internationales. Mais on a vu aussi que dans l'application, il faut un peu la nuancer. Parce qu'elle n'est pas une notion frappée du sceau de l'intangibilité. Voilà, donc les deux pour moi. Si vous permettez, je voudrais... Dans la théorie, ça existe. Oui, dans la pratique, non, je voudrais quand même attirer, dire quelque chose que je pense être aussi très important, parce que le Cameroun est situé quand même dans le golfe de Guinée. Tout à fait. Ça, il faut le reconnaître, que le golfe de Guinée, depuis l'Angola, Sao Tomé et Principe, pratiquement jusqu'au Bénin, sont des zones assez stratégiques pour ces grands États, que ce soit la Chine, les États-Unis. Oui, toutes ces zones. Je dirais même, oui, la Mais zone si du golfe de Guinée. Et le Cameroun, non, on parle d'une globalité. Et que le Cameroun, lorsque vous voyez quand même des investissements que les Américains ont fait ces temps derniers, particulièrement au Cameroun, c'est parce qu'ils estiment que le Cameroun va leur servir de hub pour se déployer dans la sous-région. Et donc, il faut quand même noter que malgré
le fait qu'on dit oui, certaines personnes dans leur rêve ont estimé que le président a mis long et que lui aussi fallait le dégager par les méthodes de Trump et puis et tout. Je dis non, la diplomatie camerounaise est une diplomatie qui serve et qui essaye de satisfaire tous nos partenaires internationaux. La preuve, le Cameroun a des accords militaires avec la Russie. Le Cameroun n'a pas effacé tout ce qu'il avait avec la France. Mais l'ordre mondial est bouleversé aujourd'hui. Hein? L'ordre mondial est bouleversé. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord carrément avec Maître Bébé qui pense qu'il faut mettre le dialogue pendant que des grands groupes comme l'OTAN sont en train de se constituer et qui va même encore s'élargir. Non, ça veut dire que et qui se protège entre États, comme nous disions tantôt. Il va falloir aussi, et pour preuve, la CEDEAO, qui a finalement mis son armée en place, est quelque part le régulateur de la paix dans leur zone géographique. Divisé aussi en interne. Hein, divisé en interne peut-être parce qu'il y a un jeu d'intérêt où il y a des États qui sont derrière la Chine, d'autres États qui sont derrière la France. Mais il faut comprendre qu'ils peuvent se comprendre à l'intérieur, l'essentiel étant de ne pas bloquer les corridors d'acheminement des produits entre peut-être le Mali, le Niger, jusqu'en Algérie. C'est des intérêts économiques. Qu'est-ce qu'on fait pour le Cameroun qui se retrouve au cœur de la politique internationale au regard de tous ces bouleversements, surtout qu'on n'est pas indépendant en tant que tel? Est-ce que le lendemain est prometteur? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Cameroun... Comment se projette? Est-ce que peut-être, puisqu'on a parlé des pays un peu plus forts, est-ce qu'il faudrait travailler pour avoir notre indépendance, notre monnaie Non, mais j'ai dit tout à l'heure, dans l'une de mes interventions, que l'une des choses que nous devons faire obligatoirement, c'est améliorer notre gouvernance interne. Sur le plan économique, sur le plan industriel, il faut qu'on essaie d'améliorer notre gouvernance. Parce on est en retard, hein? Non, il y a pas, il y a toujours retard, on peut rattraper la situation. Et déjà que quand vous voyez... Parce que quand vous regardez la Chine, le Japon, les États-Unis, c'est vraiment à 200%. Oui, hein? On ne peut pas être à leur niveau, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il nous faut d'abord... On peut être un gendarme sur le journal. C'est de changer de paradigme pour trouver les meilleurs stratagèmes possibles pour améliorer notre gouvernance. Maintenant, je vais dire quelque chose pour chuter. Par rapport, par exemple... aux intérêts américains dans notre zone, dans la zone du Golfe de Guinée. En réalité, dans notre zone, les États-Unis ont deux partenaires. Il faut que vous le sachiez. Le premier partenaire, c'est la RDC, où les enjeux économiques sont très importants dans la zone des Grands Lacs. Son pays, c'est la RDC qu'ils ont ciblé. Ils travaillent avec les pays comme l'Ouganda pour essayer de ramener la paix dans la zone parce que les intérêts sont menacés. Et le deuxième pays qui a toujours travaillé avec les États-Unis, beaucoup de gens ne le savent pas, c'est la Guinée équatoriale. Lorsque vous allez à Malabo, c'est les majors américains du secteur pétrolier qui ont exploité le upstream pétrolier équato-guinéen. Je parle de Chevron Texaco et de ExxonMobil. C'est eux qui ont fait l'exploration de production en Guinée équatoriale. Et je vais vous dire, quand vous allez aujourd'hui, alors nous parlons, lorsque vous descendez à l'aéroport de Malabo, avant d'atterrir, vous survolez un quartier qu'on appelle Planta. Planta, c'est là où tous les Américains de Guinée équatoriale logent. C'est eux qui assurent la sécurité et c'est eux qui gèrent le pétrole. Voilà le pays qui intéresse les États-Unis. Maintenant, sur un plan un peu plus global, il y a une percée parce que je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, les États-Unis ont invité le président gabonais. Il n'y a pas très longtemps. Ils avaient invité 5 chefs d'État africains. Chefs d'État sénégalais, gabonais, ghanéens. Donc, même le Gabon, je pense qu'ils sont en train de travailler pour... Mais le Cameroun reste un partenaire incontournable, même pour les États. Chacun devrait travailler. L'ambassade des États-Unis, quand même, ici, est à part en Afrique du Sud, et l'ambassade qui a le plus d'équipements. Le plus important dans toutes ces batailles-là, puisque le pays, le monde entier est confronté à de multiples tensions, c'est de pouvoir protéger les plus faibles, les citoyens. Ça devrait être le cas, ça devrait être. Donc, et cette protection, je ne dis pas de désarmer, d'aller jeter toutes les armes aujourd'hui ou demain, mais je dis la première protection devrait être trouvée autour du droit. D'accord. Parce que si on repose
notre sécurité, sur notre force militaire, il y aura toujours un plus fort qui ira agresser un plus faible. D'accord, on l'a bien compris que cette notion de souveraineté, c'est un concept à la fois fondamental et complexe dans un monde interdépendant dont chacun devrait travailler pour préserver la paix et la stabilité. C'est le souhait, que ça soit sur le plan national qu'international. Maître René Roger Bébé, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Vous êtes mon premier invité au PCRN pour cette année 2026. Maître Simon Kakak, voici plaisir. Papa Breton Woods. Merci beaucoup. Vous êtes également le premier invité UPCiste dans l'âme pour cette année 2026. Serge Henri Kelbé, il y a des Serges sur ce plateau un peu partout. Merci également, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Je serai nommé secrétaire d'État. Secrétaire d'État. Ben écoutez, je me sens très honoré. Puisque le chef de l'État regarde le débrief de l'actualité tous les soirs, peut-être il va modifier avec son big qui a été donné à l'Assemblée. Peut-être déjà là. Non, peut-être il peut modifier parce que surtout que le nom qu'elle baisse, c'est un nom qui est dans oui, c'est un nom qui est dans ce petit... En tout cas, n'oubliez pas le débrief de l'actualité lorsque vous êtes nommé, chers messieurs. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce lundi. Merci à toute l'équipe technique. Si Dieu le veut, on se retrouve demain pour une autre thématique avec d'autres invités aussi chaleureux et sympathiques, surtout très... Vous avez compris que le Cameroun regorge d'intellectuels. Il suffit seulement de les placer à la place qu'il faut. Bonsoir.